la FI et la haine de l'entreprise. Tout d'abord, commençons par une introduction d'ordre général, si vous le voulez bien. Comme vous le savez, j'essaie de vous proposer un épisode de ce podcast aussi régulièrement que possible, à minima une fois par semaine. Plus, si le temps m'en est donné, sachant qu'il me faut écrire, puis produire, monter, et ensuite que ma collègue sublime équalise le contenu son, de sorte que vous ayez un produit de meilleure facture en bout de course. Comme vous l'aurez peut-être constaté au travers de mes précédents podcasts, je ne me fixe pas de temps minimum ou de durée maximale, ni même de temps moyen. Je privilégie davantage l'idée de traiter d'un sujet de manière aussi complète que possible, en fonction de ce que j'ai à en dire. Il se pourrait donc que cet épisode soit un peu plus court que nombre de ceux précédemment créés. Quoique, étant relativement prolixe, sait-on jamais. Je me surprends moi-même parfois. Voilà pour le bref avant-propos général. Maintenant, concentrons-nous sur le sujet du jour. Grosso modo, les riches et les entreprises, pour le dire sommairement. En guise d'introduction de ce sujet, je pense qu'il n'est pas superflu de rappeler que le titre du contenu d'aujourd'hui est directement inspiré de la caricature qui est faite de nous, insoumis, ainsi que l'agenda politique porté par notre mouvement. Le tout au travers d'amalgames aussi nombreuses que variées, parfois délirantes aussi. Pour le décrire à gros traits, mais de manière plutôt réaliste malgré tout, quelque chose entre la haine de l'entreprise et le fameux slogan Hit the Rich, qui n'est pourtant pas issu de nos rangs. Petit aparté, je passe sur les sempiternelles âneries sur notre proximité avec Cuba et le Venezuela que nos adversaires nous attribuent comme modèle ou source d'inspiration ultime, au point que nous voudrions importer le système vénézuélien en France. Bref, ce qui montre bien le peu de cohérence et d'imagination de nos adversaires, et à quel point ils prennent leur public pour des idiots. Fin d'aparté. Riches, desquels nous serions jaloux, et que nous voudrions faire souffrir de manière sadique pour oublier notre propre médiocrité, si je comprends bien le prisme de nos contradicteurs. Riches que nous sommes censés, selon nos détracteurs, vomir de par leur réussite qui nous serait insupportable, ou encore leurs capacités et talents, nous renvoyant l'image de losers si je suis leur logique. Je reviendrai sur ce point rapidement un peu plus tard, car il est intéressant et souvent central dans l'argumentaire on ne peut plus limité des militants de droite auxquels on doit faire face sur les réseaux sociaux ou dans les sections commentaires. Cela n'est, par ailleurs, pas sans nous rappeler ô combien les médias dans l'Hexagone sont assez largement et directement influencés par ce qui se passe outre-Atlantique. Ces derniers reprenant plus que de raison les slogans de leurs homologues américains, parfois jusqu'à l'absurde. Beaucoup de techniques de stigmatisation de nos positions étant en quelque sorte un phénomène mondial, auquel toutes les vraies gauches sont confrontées, tout autour du globe. Ceci nous rappelant le côté systémique de certaines problématiques, ainsi que le lead des USA pour ce qui est du rejet du socialisme, collectivisme, etc., en somme, du refus de l'idée de partage ou de distribution et que le capitalisme est le seul destin envisageable. FI et jalousie et haine envers les riches. Intéressant concept, je trouve. Donc, selon nos experts de plateau, ainsi qu'une bonne partie du spectre et personnel politique, demander aux riches de payer dûment leurs impôts, ou encore leur formuler la requête d'assumer leur part de responsabilité dans la société, serait donc les haïr. Rien que ça. Étrange vision. Dommage qu'il n'applique pas cette grille d'analyse aux classes moyennes qui portent le pays à bout de bras et se voient globalement inspirées par le bas sans qu'ils n'y trouvent à redire. S'il en était besoin, il nous confirme par ce biais qu'ils ne comprennent rien à la façon de fonctionner des insoumis et du camp progressiste par extension. Je pense qu'il convient de remettre de telles données en tête du plus grand nombre. Ces gens qu'on dépeint comme croulant allègrement sous les impôts s'avèrent, en fait, en payer moins proportionnellement que la plupart des gens dans la population, à commencer par les classes moyennes, sur qui la majeure partie de l'effort repose. Les pauvres étant déjà à l'os, et les riches jugés trop compliqués à aller chercher, dans le meilleur des cas. Soyons honnêtes, c'est un faux semblant, un prétexte, mais on voit la politique que cela incarne, en tout cas. Phénomène accentué par l'œuvre néolibérale de Macron, par le biais de flat tax et autres instaurations des plus injustes de ce type. Sa politique aura eu les résultats escomptés pour les favoriser. C'est le festin des rois qu'on vous donne à voir. Les dividendes se voyant attribuer un traitement à part des autres sortes de revenus, comme autant de recettes pour faire que les riches et les possédants puissent libérer leurs énergies, comme ils appellent cela, pour finir toujours plus riches et puissants dans une forme de spirale infernale, avec une caste hors de contrôle en dernier lieu. En somme, demander un peu plus à des gens qui ont plus que d'autres, mais donnent moins, serait de la haine. C'est ça la take? Sidérant. Non, en fait, grotesque et sidérant, pour être plus précis. Il faudra aussi qu'on m'explique comment ces gens, si malheureux dans cet enfer fiscal qu'est la France,
car c'est comme cela qu'on décrit notre pays, parviennent malgré tout à continuer à accumuler. Sans cesse plus, ajouterai-je. Les chiffres de l'accumulation, dernièrement, donnent le tournis. Cela s'accélère toujours un peu plus, et on a du mal à se convaincre de cette propagande des riches harcelés, limite étouffés par le passage de la redistribution étatique, au vu des résultats concrets. Petite incise. Super profit et super fortune se faisant en temps de crise, il est bon ton de le rappeler. De même qu'il est nécessaire de marteler que le capitalisme est un système qui se nourrit de ses propres crises. Difficile de remettre cela en doute après cette crise mondiale de la pandémie de Covid-19 qui aura marqué une forte progression des plus riches, justement. Ainsi terminé, retour au cœur du sujet. Comme tout un symbole, depuis peu, l'homme le plus riche du monde est français. Ce personnage et sa fortune ont été l'objet de petits calculs de la part d'Attaque. L'organisation, par le biais de ses experts, a déterminé que si quelqu'un avait dépensé 3 000 € par jour depuis 1789, il n'aurait dilapidé que la moitié de la manne financière de l'intéressé. Ceci n'étant pas sans faire écho aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur le côté aberrant de l'accumulation de milliards et de biens. Cela justifiant son interrogation sur ce désir jamais assouvi et lui inspirant cette demande rhétorique. Une fois avoir engrangé le premier milliard, quel besoin justifie d'en avoir un deuxième? Ceci faisant aussi écho à la formule de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Me vient alors la question, qui est l'autre? S'enfoncer dans une telle névrose d'accumulation, alors qu'on a déjà amassé de quoi faire vivre, et bien vivre, des générations et générations de descendants, m'apparaît comme une violence toute particulière faite à ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de toit sur la tête, pas de nourriture dans leur assiette, ou bien des payes insuffisantes pour parvenir à mener une vie décente, en dépit d'un travail à plein temps, ou du fait d'un job à temps partiel contraint. Surtout quand, dans le même temps, les moins bien lotis sont pointés du doigt et rendus responsables de leur privation d'emploi ou de leurs problèmes financiers, pour le dire autrement, de leur galère dans la vie. Le plus drôle dans cette histoire demeure tout de même le motif invoqué par les élites économiques, l'État étant inefficient et ne sachant pas comment flécher les sommes collectées, comme autant de raisons de préférer ne pas payer à hauteur de leurs gains, eux préférant s'adonner à de potentielles actions caritatives ponctuelles, voire dons occasionnels. Vous avez compris le malaise. Pour ce dernier point, je vous renvoie à l'épisode de la cathédrale Notre-Dame, fait édifiant pour ce qui est des pratiques qui ont cours. Bernard Arnault, pour ne pas le nommer, s'érigeant en héros bienfaiteur, venu pour reconstruire et sauver un élément important du patrimoine national. Bon, on taira la polémique, à base de dégrèvements qui aura forcé l'intéressé à changer quelque peu ses plans initiaux, et nous interpellant sur la façon de faire des puissants de ce monde. Pour le reste de ce simulacre, les Pinsons Charlot vous expliquent ce qui a cours et vous montrent comment de telles œuvres deviennent des séances d'autosatisfaction et d'autocélébration des personnes concernées. Pour ma part, je pense aussi que tout ou partie d'entre eux utilisent ces occasions pour se laver de leurs péchés et mauvaises actions. Car souvent, les personnes dont il s'agit ont une relation serrée avec la religion, comble du ridicule. Bref, nul besoin de vous détailler le procédé à l'œuvre. C'est pour s'autoriser un mieux-être psychologique qui démontre le côté immoral de l'accumulation dont ils sont les auteurs. En guise de conclusion de ce segment, il ne me semble pas déraisonnable de refuser le séparatisme des riches, des écarts de richesse pharaoniques et de telles accumulations de sommes aussi gigantesques qu'indécentes, jusqu'à ce qu'on ait du mal à identifier ce à quoi elles correspondent vraiment. Tout ceci étant bien résumé dans la différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes. Pour rappel, 1 million de secondes équivaut à 11 jours, et 1 milliard de secondes à plus de 31 ans. Tout est dit et bien dit concernant les échelles. Pour nous tous, voilà qui replace la chose dans un contexte qui nous est plus commode à appréhender. D'ailleurs, parlons un peu méritocratie, puisque c'est une notion qui sous-tend très souvent dans l'idéologie de droite et du capital. Les écarts monstrueux prenant racine, selon eux, dans le mérite et la prise de risque d'individus méritoires qui voient leurs efforts et qualités récompensés. Il s'agit de tenter au moins de justifier de telles aberrations, cela va sans dire. Sans cela, tout apparaît encore plus malsain, inconséquent et injuste, ainsi que dangereux pour ceux qui empilent les millions. Disons-le franchement, les sociologues sont passés par là, et on ne se trouve pas en territoire inconnu. Les données analysées nous montrent que tout cela n'est qu'une construction. La vérité est que nombre des super riches sont des héritiers, et que le pourcentage de nouveaux riches, comme on tend à les désigner, est vraiment un phénomène à la marge, incontestablement une exception. L'accumulation se fait depuis des lustres.
Et c'est comme cela qu'on en est arrivé à ce stade, aujourd'hui, à ce niveau de démesure. Certainement pas par le fruit du hasard. Pour faire un ajout rapidement d'ailleurs, les aristocrates et riches devenus riches ne seront jamais sur le même pied d'égalité, les nouveaux riches n'étant pas aussi légitimes aux yeux de ceux issus de dynasties. Fin de l'égère incise. Toujours dans cette lignée, comment ne serait-ce que tenter de légitimer des écarts de salaire du registre de 1 pour 800, comme ce à quoi on assiste parfois de nos jours, surtout dans l'optique où les salariés sont à la base de la production et donc de la création de richesses, ce qui n'est pas le cas du gros bonnet en haut de l'entreprise et de la hiérarchie, soit dit en passant. On sait tous comment les responsabilités fonctionnent, à savoir de façon pyramidale, et les plus au sommet faisant tomber celle-ci sur la personne du dessous dès que le moindre problème pointe à l'horizon. Enfin, sauf exception. Heureusement, on doit encore pouvoir identifier quelques dirigeants qui dérogent à la règle ou à la pratique courante, ici ou là. Les pontes des entreprises, en somme, refusant d'assumer les responsabilités qui leur incombent, en partie censées justifier les différences de rémunération, en contrepartie de leurs émoluments des plus attractifs, pour ne pas dire exorbitants. Aussi, quand on atteint de telles proportions, il n'est plus possible de se dire qu'un tel ou un tel travaille plus et donc que la personne mériterait de tels versements. Je vous donne un exemple. Un employé au SMIC fait 8 heures par jour, grosso modo. Il faudrait donc 8 heures multipliées par 800 pour être en mesure d'expliquer la différence avec une telle logique. C'est tout sauf logique, justement. Une journée ne comportant que 24 heures, autant dire que l'explication apparaît comme peu crédible. La réalité est que cette notion de méritocratie est une procédure d'enfumage social et de distinction de classe, ni plus ni moins. Comme vous aurez certainement pu l'identifier dans vos vies, le temps des puissants c'est de l'argent, pour reprendre le dicton. Le vôtre, par contre, ne vaut rien. D'où le fait qu'on n'hésite pas à vous faire attendre dans de nombreux lieux et de nombreuses configurations. Personne ne se trouve avoir des besoins 800 fois supérieurs à celui de son prochain, voilà tout. Et le système capitaliste et d'un système de prédation sur la production, rien de plus. Pour en finir avec cette partie consacrée aux riches, répondons à cette parade ridicule que nous proposent les militants de droite, la jalousie. La jalousie de quoi, je vous prie? Est-il enviable d'avoir le sentiment de pouvoir ou de subordination sur les autres? Pas à mon sens. Est-il souhaitable et jouissif d'accumuler sans fin? Bah non. Surtout lorsque même le geste d'achat ne procure plus aucun plaisir, puisqu'on est en mesure d'acquérir tout ce qui peut nous faire plaisir. Donc j'en doute. Est-ce motif de satisfaction de se savoir grandement responsable des émissions à gaz à effet de serre et de la mise à sac de la planète par nos modes de vie aussi ostentatoires que dispendieux? Pas le moins du monde, si on veut mon avis. Est-ce kiffant également de potentiellement ignorer si on est aimé par notre entourage, par intérêt ou pour des raisons superficielles d'ordre financier? Chacun voit midi à sa porte, pour reprendre la formule consacrée. La réponse est non, pour moi en tout cas. Finalement, la question la plus importante de toutes demeure. Peut-on vivre heureux dans un océan de malheur? Je réponds de manière négative. Peut-être que certains peuvent trouver délicieuse toute cette liste de choses, mais on est loin d'acquiescer sur tout. Voilà pour les riches, en quelque sorte. Rassurez-vous, c'est le seul sort qu'on compte leur faire, de les forcer à régler ce qu'ils doivent. Passons maintenant aux entreprises. La FI, ennemie des entreprises. Si on doit reconnaître une certaine qualité à nos adversaires, c'est de savoir faire preuve d'imagination. Enfin, non, plutôt de s'auto-convaincre, par moments jusqu'à ce que leur tartufferie prenne corps. Vouloir faire passer la FI pour l'ennemi de l'entreprise est une vue de l'esprit, à bien des égards. Petit rappel, le programme de l'avenir en commun est un programme de transition. Il est loin de s'avérer aussi radical que le programme commun de 1981, déjà. C'est un programme pour une société basée sur une économie mixte. Pas de nationalisation à tour de bras au menu. Seulement le rétablissement de quelques monopoles d'État où la nécessité et l'efficacité l'exigent. Vouloir repeindre la France insoumise en ennemie des entreprises est juste la prolongation d'un des stigmates principaux qui lui sont faits, à savoir d'être supposément d'extrême gauche. Or, la France insoumise n'est pas d'extrême gauche, même les organes de l'État l'ont établi. Par ailleurs, elle n'en revêt aucun caractère politique, surtout du point de vue économique. Aucun de ces marqueurs traditionnels ne figurant dans le programme. Qu'il s'agisse, pour ce qui nous intéresse ici, de l'accaparement de l'outil de production ou d'expropriation. On ne trouve pas de telles choses dans l'AEC. Au mieux, il est évoqué un système où les travailleurs sont les repreneurs privilégiés de leurs entreprises en cas de fermeture d'une entreprise. Le système de SCOP est aussi appuyé, mais pas imposé. Je me permets de rebondir sur mon propre argument. Si l'AFI était contre l'entreprise, elle profiterait de telles occasions pour faire en sorte de mettre fin à certaines entités. Là, elle propose tout le contraire. Elle permet la survie d'un collectif humain sous un autre statut juridique, mais permet à l'activité et à la structure de perdurer.
Évidemment, en matière de gestion d'eau, l'option préférentielle est indéniablement la collectivisation, en ayant recours à des régies de l'eau ou autres formes de gestion démocratique de ce bien commun. Sinon, je ne suis même plus très certain, mais je crois savoir que le programme parle uniquement d'interdiction de licenciement dans des cas très précis d'entreprises très bénéficiaires, et évidemment, dans le cas de subventions d'État du type CICE versées et à défaut de création de postes. Nous ne sommes pas en faveur d'aides sans contrepartie qui finissent directement et en quasi-intégralité dans les poches des actionnaires, comme cela a cours avec Macron. Aller au-delà des caricatures. On a montré comment la perception de ce qu'on propose a été largement modifiée par la propagande de l'officialité. Maintenant, il s'agit de faire la lumière sur ce qu'on souhaite vraiment mettre en place, les mesures effectives, la véritable philosophie générale. Déjà, dressons un bilan objectif sur le système actuel mis en place par les 10 amis de l'entreprise. Et mettons cela en parallèle de ce qui fait partie des plans de la France insoumise. Pour l'heure, à l'instar de ce qui se produit dans le secteur de l'agriculture, on assiste à une fracture toujours plus prégnante entre les grosses entreprises, parmi lesquelles évidemment le CAC 40, et les petites et moyennes entreprises qui constituent le très gros du maillage de notre pays. Si les grosses boîtes se taillent la part du lion et s'avèrent dans une très bonne santé financière, ou encore crachent du dividende à fond les gros lots et tout, les résultats diffèrent pour les autres. Notamment en matière de PME, ils sont franchement moins bons, surtout pour ce qui est des petites et des très petites entreprises. Ces dernières connaissant de très nombreuses difficultés. Elles sont souvent des satellites des plus grosses structures. Beaucoup d'entre elles ont des problèmes chroniques de trésorerie avec leurs commanditaires réglant à échéance assez longue, ce qui met en danger les petits business, ou au moins, dans le meilleur des cas, complique le fonctionnement de l'investissement dans de nouveaux projets. Il est extrêmement handicapant pour celles-ci d'avoir parfois la quasi-intégralité de leur trésorerie de sortie. Et les plus grosses entreprises ont recours à ce genre de pratiques plus que de raison, notamment car elles font travailler l'argent. Passons sur le fait que le système actuel voit un nombre très important de structures plus que souffrir et combat, depuis quelque temps, un record concernant les entreprises qui ferment leurs portes. Pour notre part, nous sommes régulièrement attaqués. On nous dit que nos recettes sont la faillite des boîtes, qu'un pourcentage important des plus modestes entreprises serait obligé de mettre la clé sous la porte en raison de l'augmentation du SMIC. Si la FI est parfaitement consciente du poids que cela constituerait pour certaines des petites structures, elle est aussi tout à fait informée du caractère d'urgence d'augmenter les salaires et que les gens n'y arrivent plus, et que c'est une question de survie. Ce que les défenseurs des grosses boîtes et autres multinationales qui se planquent derrière les petites ne vous disent pas, c'est que la France insoumise n'a pas obtenu le soutien de nombreux économistes à coups de baguette magique, qu'il y a un éventail de mesures cohérents et pragmatiques. Des solutions existent dans le programme pour pallier aux deux situations, c'est-à-dire la mise en place d'une caisse de péréquation visant également à remettre de la justice dans les sommes demandées aux entreprises. Le concept étant un concept de bon sens absolu. Les petits payent petits, les gros payent gros. Basique. En ce moment, les entreprises de petite taille doivent composer avec des grosses entreprises qu'on laisse utiliser tout un tas de niches pour se soustraire, alors que les petites payent le taux réel et ratent plein pot. Tout ceci accroissant aussi la concurrence inégale, puisque cela donne un avantage supplémentaire aux plus grosses structures, qui sont déjà dominantes. Si l'AFI était l'ennemi des entreprises, comme la caricature qui en est faite, alors elle se concentrerait sur le fait de récupérer les impôts des plus grosses, au lieu de se focaliser parallèlement à un rééquilibrage des taux en fonction des capacités. Il est aussi un comble, dans une certaine mesure, qu'on colle une image de pro-business aux droites, a fortiori libérales, dès lors qu'elles auront largement contribué à abîmer le maillage français, et que leurs croyances économiques sont synonymes d'activités concentrées dans quelques mains. En outre, appelons les choses par leur nom. Les solutions politiques des droitiers et libéraux mènent à de la stagnation ou de la récession. Elles mènent à des petites boîtes qui tombent en cascade, sans oublier que les grosses boîtes, exploitant les petites, jouissent de situations de quasi-monopole. Les petites et très petites souffrant de l'émergence du statut d'auto-entrepreneur. Bref, vive la concurrence libre et non faussée. Cela est une occasion rêvée de rappeler que, pour beaucoup de gens, le luxe, entre guillemets, auquel ils renoncent en premier, c'est de se rendre chez le coiffeur, comme un symbole de l'artisanat local ou de proximité qui souffre du système économique actuel. Si on avait une dent contre l'entreprise, nous ne ferions pas l'apologie des circuits courts et ne souhaiterions pas une réindustrialisation de la France,
afin de recommencer à fabriquer infiniment plus de produits régionalement. Là où nos opposants misent sur les délocalisations pour plus de profits et moins d'investissement dans l'outil productif. Nous nous contenterions de laisser les pieuvres multinationales tout broyer sur leur passage, à mesure que les monopoles font leur effet. Pour ceux qui ne le savent pas, des experts se sont penchés sur la question. Il a été démontré que des géants comme Amazon sont en fait loin d'être des bénédictions, et que rien ne justifie de leur dérouler le tapis rouge. On devrait commencer à les traiter selon les résultats qu'ils produisent. Plein de ces méga-firmes touchant des aides, faisant des profits énormes, ne payant pas d'impôts du fait de pratiques grises, et générant des emplois de faible qualité, même ayant un coût pour la collectivité, car impliquant des dépenses de santé du fait de personnel maltraité. Pour le dire de manière synthétique, brûlant tout sur leur passage, question tissu local. Comme évoqué par notre député Alma Dufour, spécialiste de la question et de la lutte contre l'implantation de ce groupe américain. Ceci crée des emplois de mauvaise qualité et en nombre restreint, où le turnover est très important, et il contribue à profiter puis saccager des coins avec une faible attractivité économique. La donnée statistique offre un bilan sans appel. Cela me procure une transition toute trouvée pour parler agriculture. Il est désormais identifié que le bio est en recul dans le pays. Une des problématiques les plus fréquentes consiste à trouver des débouchés aux fermiers, éleveurs, agriculteurs et paysans pour écouler leur production. De nos jours, ce qui se fait le plus clair du temps s'assimile à des choix stratégiques des plus discutables, puisqu'une partie des choses produites sont destinées à l'exportation. Ce système implique de grosses structures, beaucoup d'investissements, des rendements et marges faibles qui, soit dit en passant, ne permettent pas à ceux qui font le travail d'en vivre. Passons sur les produits finis qui, par-dessus le marché, font le tour de la planète quand, en fin de compte, ils trouvent preneur. Les structures de grande taille sont grandement favorisées dans ce système qui fonctionne avec quelques entreprises, alors que celui qu'on privilégie est basé sur beaucoup de petites entreprises et exploitations qui s'intègrent au tissu local, pour le tissu local. Par ailleurs, l'AEC prévoit une installation simplifiée par un accès facilité à la terre. Pour ne prendre que cet exemple, on a dans l'idée de faire produire aussi proche du lieu de future consommation que possible, et d'offrir des débouchés pour les producteurs au travers de commandes publiques, à commencer par les écoles, pour mettre en place un cercle vertueux, une forme de rapport win-win pour ceux qui travaillent et ceux qui consomment, si on veut aller par là. Il va sans dire que, dans les plans de la France insoumise, la transition écologique est un acteur majeur, et que ce sont les entreprises du pays, voire même des régions concernées, qui sont censées en bénéficier prioritairement. Le but, pour illustrer ce que je mets en lumière, n'étant pas de produire les pales des éoliennes qu'on souhaite placer en mer, en Chine, et les rapatrier ici, mais bien de les concevoir à l'endroit où elles sont supposées être placées, ce qui fait infiniment plus sens écologiquement parlant. Continuons sur le sujet de la transition écologique. Il va sans dire que c'est un paramètre important. Il s'agit de préparer le pays, autant que faire se peut, pour affronter les situations chaotiques qui vont s'inviter à l'avenir. Dès lors, on comprend l'importance de chercher à limiter les effets avec une bifurcation du modèle de production. Cela passe par la capacité de se redonner une autonomie industrielle, évidemment reliée aux entreprises. Pour l'heure, nombre de fleurons sont vendus ou livrés à eux-mêmes, jusqu'à cessation d'activité. On est les premiers à défendre les structures auxquelles je fais allusion, et que les libéraux bradent à tous les vents. On se demande alors qui est pro-entreprise et emploi. En guise de conclusion, je souhaite mentionner quelque chose d'essentiel. La réindustrialisation escomptée est naturellement génératrice d'emplois directs, soit avec des sociétés qui se portent mieux et qui ont des carnets de commandes qui se remplissent, soit par la création de nouvelles entités. Mais elle permet également de pourvoir des emplois indirects, car chaque usine ou autre activité sortant de terre implique habituellement que nombre de petits artisans ou commerces s'implantent à proximité. Restaurants d'entreprise, cafés, bureaux de tabac, supérettes, coiffeurs, et j'en passe. Bref, le système de la France insoumise est vertueux et tranche grandement avec le système actuel des plus mortifères, où on voit tout reculer ou s'en aller. Voilà, je pense avoir été assez long. Je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet et avoir contribué à une sorte de manuel d'autodéfense militant par le biais du traitement de ce sujet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Merci de votre attention.